Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. J'espère que vous appréciez le nouveau jingle. Pas plus tard qu'hier, on a fait une soirée Bye Bye Patron à Strasbourg et on m'a remercié et encensé pour ce nouveau jingle. Donc merci à Sylvain une fois de plus qui m'a préparé ce jingle. J'en suis super satisfait et avoir des bons retours, c'est toujours très agréable. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Bon, je vais vous faire un petit débrief. Donc déjà aujourd'hui, on a deux invités, un couple. J'aime bien avoir des couples, c'est toujours intéressant. Stéphanie et Yannick, et on va parler de nouveaux voyages. C'est l'été. Voilà, je trouve que ça fait du bien de parler un peu d'autre chose que de gros billets. Donc voyage, ils sont partis en Amérique du Sud et en Europe de l'Est en camping-car, un peu comme l'autre Stéphanie, mais avec l'autre Stéphanie, je trouve qu'on avait passé beaucoup de temps à parler de son chantier, ce qui était très intéressant. Et là, on a plutôt orienté un peu l'épisode voyage, mais pas que. Parce qu'ils ont également plusieurs projets de d'investissement locatif qu'ils ont réussi dans une région où je pense que j'avais eu personne, à savoir la Vienne. J'avais eu personne aussi, un invité, mais il n'avait pas dit exactement que c'était la Vienne. Donc voilà, dans la Vienne, et ça marche plutôt bien. Ils ont fait une bonne partie des chantiers eux-mêmes. On va voir ça ensemble. Stéphanie et Yannick, ils ont la quarantaine. Donc Stéphanie, elle a fait une réorientation en fait pour justement faire que de l'IMO. On va voir comment ça se passe, comment on voyage avec des enfants, comment on les sort du système scolaire français, comment ce qui peut nous arriver en voyage, qu'est-ce qui peut arriver au camping-car, etc. Plein de bonnes anecdotes, plein de bonne énergie, et puis j'aime bien toujours voir un peu comment on s'organise. Sinon, avant de démarrer, j'ai plein de choses à vous dire. Donc déjà hier, on a fait une super soirée, c'était à Brumath, au plan d'eau de Brumath à côté de Strasbourg. Donc merci à tous ceux qui sont venus. Je fais une petite énumération des invités. Je vais sûrement en oublier. Donc il y avait Claire, Niels, il y avait Augustina, il y avait Yann, il y avait surtout Manu Humbert qui est le gérant justement de l'endroit, Laurane, Tom. Et après il y en a qui étaient là avec leur conjoint, donc c'est pas des personnes à qui je parle toujours. Donc excusez-moi si je vous ai oublié. Nico réagit bien sûr, Anaël, Ghislain. Et voilà, encore Julien, il y avait des personnes qui avaient 20 ans qui étaient étudiants, il y a des personnes qui venaient du Canada qui étaient de retour, des Alsaciens, des Lorrains, ça faisait super plaisir. Nul doute qu'on essaiera de refaire ça. C'était vraiment top, l'endroit il est top. Si vous êtes dans le coin, passez à Brumath, j'avais été il y a 5-6 ans, ça a bien changé en mieux, passez au plan d'eau à Brumath. Ça c'était le premier point, ça fait toujours trop plaisir de vous rencontrer tous. Et je suis content de voir qu'on est de plus en plus, on était quasiment une trentaine. Donc c'est top. Deuxième point, Club Invest. Donc vous le savez, avec mon associé Michel, on accompagne des investisseurs débutants ou un tout petit peu plus avancés pour réaliser des investissements rentables. Et en fait, on a toujours limité à 5, que chacun, on est 5 élèves, 5 membres maximum pour les suivre. On vous suit chaque semaine, on s'appelle chaque semaine. Avec certains membres, on s'appelle plusieurs fois par semaine, notamment quand ils font des offres, quand ils visitent, etc. Et on a toujours, ça fait longtemps que j'ai plus trop parlé qu'on avait des places parce qu'en fait, on n'en avait plus. L'idée, c'est que les personnes, elles restent 4-5 mois maximum. Enfin, en général, c'est comme ça que ça se passe. Ça dépend combien vous avez de projets. Vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez prendre. Donc, en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que là, pour une fois, on a une place. Donc, on a une place. Ça arrive pas souvent. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous allez sur le site du Club Invest, vous allez sur mon site grosbillet.com, vous m'écrivez, ça voilà. Et vous pouvez avoir un appel gratuit, on discute de la situation, on voit parfois il y a des personnes qu'on est obligé de refuser, mais très souvent ça se passe plutôt bien. Donc on vous présente comment on fonctionne, je pense que personne l'a regretté, on a des avis Trustpilot, voilà, qui prouvent ça. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, clubinvest.fr. Deuxième point. J'ai plein de trucs. Oui. C'est un peu voilà. Je vous fais ma pub, mais c'est des pubs qui sont justifiées, C'est pour vous qu'on fait ça. Deuxième point, la formation. Donc la formation, faire des gros billets avec sa résidence principale. Notamment, on va en parler dans l'épisode là parce que c'est une des techniques que Yannick et Stéphanie ont utilisées, notamment pour partir. C'était quand même un budget de 50 000 € leur voyage, et c'est une des techniques qu'ils ont utilisées. Donc ma formation faire des gros billets grâce à sa RP, elle est disponible. Pour ceux qui l'avaient précommandé, normalement vous devriez avoir reçu un email avec vos accès. Si c'est pas le cas, écrivez-moi, mais normalement vous devriez avoir reçu les accès. Pour les autres, voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait
quasiment 5000 euros avec ma résidence principale entre mai, juin et juillet. Donc je vous explique tout. Je vous explique quoi? Je vous explique les résultats que j'ai eu, donc combien j'ai gagné, comment j'ai eu que des notes 5 étoiles et 10 sur 10, les fournitures, les petites astuces que j'ai utilisées, comment j'ai rédigé l'annonce, comment j'ai fait les photos, est-ce que je suis passé par un pro ou est-ce que je les ai fait moi-même, tous les outils, j'ai fait une bonne partie, j'ai fait une partie intelligence artificielle sur comment en fait je me sers de plusieurs outils et y compris de ChatGPT pour plein de choses, répondre enfin voilà, plein de choses dans la gestion de la location courte durée. C'est très très utile, donc une partie carrément dédiée à ça. Après, j'ai tous les autres points, les clés, les voyageurs, combien de draps, qu'est-ce qu'on met en location ou non, combien ça rapporte chaque plateforme, quels sont les avantages de Airbnb, quels sont les avantages de Booking, tout ça, on le voit ensemble sur quelle plateforme il faut privilégier, quelle partie de ma résidence principale m'a ramené combien. Voilà, tout ça, toutes les stats, vous avez tout. Donc pour ça, pareil, vous allez sur mon site groupebier.com et si vous voulez le lien direct, c'est www.groupebier.com/rp. Et dernier point pub avant qu'on attaque avec Stéphanie et Yannick, c'est la boîte à billets. Donc c'est notre gros projet. Je vais vous en parler, je pense jusqu'à la fin de l'année. Donc souscrivez, moi j'en parle. La boîte à billets, donc vous le savez, c'est comme un podcast privé, mais c'est beaucoup plus qu'un podcast privé. Là, juste après, on va enregistrer avec un expert en bâtiment. Qu'en fait, c'est comme un peu le format podcast, sauf en vidéo. Il y avait toujours la version audio, bien sûr, pour les personnes qui font autre chose pendant qu'ils écoutent. Et là, on va parler avec un expert en bâtiment. On va enregistrer juste après. Il va nous expliquer quel point regarder quand on visite. Où voir les malfaçons, comment voir les malfaçons dans les chantiers. On avait déjà fait un épisode suivi de chantier, chiffrage, plan, etc. On a un épisode avec un courtier, un épisode avec 2 épisodes avec des conseillers en gestion de patrimoine, un cuisiniste. On va aussi faire des épisodes un peu motivation pour des personnes qui ont accompli des choses un peu insolites et folles dans leur vie. Donc voilà, si le moment où vous nous rejoignez, si vous écoutez, vous aurez le droit à 4 épisodes. Et bien sûr, quand vous nous rejoignez, vous avez accès à tous les épisodes qui ont été tournés. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une bibliothèque, un espèce de Netflix de l'investissement. Voilà, vous voulez savoir des choses sur les ETF, vous aurez un épisode. Vous voulez savoir des choses sur le bâtiment, vous aurez un épisode. Sur les chantiers, vous aurez un épisode. Sur comment choisir votre cuisine, vous aurez un épisode. Voilà, l'idée, le courtier, les financements, etc. Hop, tout sera dessus. On se retrouve de l'autre côté maintenant. Donc vous pouvez bien sûr avoir le lien www.groupebillet.com ou alors www.boîteabillets.com. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve de l'autre côté avec Yannick et Stéphanie. Et bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. C'est l'été, il fait beau. Hier, on a fait une super soirée avec plein d'auditeurs du podcast. Et aujourd'hui, on est parti un peu plus au sud de la France avec Stéphanie et Yannick. Salut à vous deux, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Eh ben, c'est l'été, les enfants sont en vacances, il faut bien les occuper. On va parler aujourd'hui donc voyage avec les enfants, comme on avait fait un peu avec une autre Stéphanie. Et on va également parler de vos investissements IMO. Et puis bon, vous suivez le podcast depuis un petit moment, donc ça me fait plaisir toujours d'échanger avec les auditeurs. Donc je suis ravi de vous avoir. Je peux vous laisser juste vous présenter rapidement où est-ce que vous habitez, quel âge vous avez, et puis combien vous avez d'enfants. Et après, on parlera tout ce qui est Invest IMO et on parlera aussi de vente de produits plus chers que les drogues en fin d'épisode de side business. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a ce side business, donc j'en suis ravi. Donc, je vous laisse vous présenter. Et peut-être, j'aime bien que les invités, si vous écoutez le podcast, vous le savez, ils racontent une petite anecdote sur un de leurs premiers jobs d'été, insolite, quelque chose qui les a peut-être emmenés vers le bye-bye patron, où ils se seraient dit, bon, là, je vais peut-être pas rester stagiaire toute ma vie. Donc, voilà, je vous laisse vous présenter. La parole est à vous deux. Je commence, ouais. Donc, moi, c'est Yannick. Okay. J'ai 46 ans. On habite dans la Vienne, pas loin du Futuroscope. Je travaille chez Safran, grosse boîte, et en parallèle de ça, donc on fait de l'IMO avec Sef. On s'est lancé il y a 2 mois.
2 ans. 2 ans, pardon. Je suis 2 ans. intimidé. Et top. Que dire de plus? T'as 2 enfants. J'ai 2 enfants, ouais. Passion, course à pied, le bricolage. Donc c'est Ok. important pour l'IMO. Voilà. Et la course à pied aussi, parce que c'est de la souffrance. Hein. Ouais, On sait tous ceux qui courent. Ouais. Ok. C'est l'endurance. Donc, Ouais. voilà. C'est l'endurance et c'est très bénéfique quand tu te lances dans l'IMO, justement. Oui. Yannick me dit toujours, tu vois, 80% dans la tête, 20% dans les jambes. Bah, l'IMO, c'est pareil. Ouais, c'est ça, effectivement. Et t'as une petite anecdote à nous raconter? Du coup, t'es quoi? T'es ingénieur, t'es technicien chez Safran? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis responsable de production. Donc, je suis la production d'un produit, en fait, de l'industrialisation jusqu'à la production finale et la vente au client. Ok, top. Voilà. Et t'as fait des... Ouais, vas-y. Tous les stages, moi j'ai commencé, je castrais du maïs. Donc, ok. Voilà. Tu castrais du maïs? Castrais du maïs, voilà. C'est-à-dire? C'est passionnant. Alors, si on rentre dans l'histoire du maïs, en fait, t'as la fleur et t'as l'épi. Et en fait, l'idée, c'est de croiser des fleurs d'une certaine variété avec des épis d'une autre. Donc, pour pas que les fleurs pollinisent les épis des autres, t'es obligé d'enlever les fleurs de certains pieds. Ok. Donc, c'est passionnant, en fait. Tu rentres dans un rang et tu suis le bout du rang et toutes les fleurs. Tu coupes. Donc voilà, c'est un stage bien passionnant. Nous, on fait les vendanges en Alsace, c'est aussi bien pas passionnant du tout, quoi. Avec les mains qui collent, tu te baisses et tout. Moi, je l'ai pas fait longtemps, mais je vois bien le genre de métier. Ok, top. Et toi, Stéphanie? Donc moi, Stéphanie, j'ai 42 ans. Maman des mêmes enfants que Yannick. Donc, de 2 adolescents ou préadolescents qui ont 14 et 13 ans. Moi, je suis de formation ingénieur en aménagement paysager et en urbanisme. Donc, j'ai occupé un poste jusqu'en 2019 de responsable de bureau d'études en maîtrise d'œuvre en aménagement urbain et paysage. Ok. Tu connais Nat? Delpoche? Nat. Ouais. Ah oui, oui, parce qu'elle était aussi dans l'urbanisme, hein, dans son ancienne vie, ouais. Elle a eu pas mal de vies en une seule. Oui, on parle et on échange très régulièrement avec Nathalie. On la salue. Bon, si écoute, on lui passe le bonjour. Quoi te dire? Moi, j'ai pas mal de passion à côté et pas mal engagée aussi au niveau associatif, notamment dans la plongée, puisque je suis formateur en plongée. Ok. À Poitiers. Les enfants aussi et Yannick aussi sont plongeurs. Vous plongez aussi pendant les voyages? Ouais, tous les 4. On plonge en famille. Trop bien. Voilà, et donc investisseur depuis 2 ans, ça m'occupe, on va dire, à 90% de mon temps au quotidien. Ok, top. Plus le chien, la chienne. Très connue sur les pages. Ok, on peut parler de votre voyage. Donc, vous êtes parti avec 2 ados. Ils n'étaient pas tout à fait ados encore, ils avaient 11 et 10. Hein, donc, 11 et 10, voilà. Ouais. Moi, j'ai un neveu de 11 ans. Si je lui dis que c'est encore un enfant, je sais pas s'il appréciera. Mais ouais, 11 et 10. Ok, top. Comment ça se passe? Du coup, on va faire juste les prémices. Donc, vous êtes parti. C'était prévu pour 1 an. Hein. C'était ça votre voyage? 13 mois. 13 mois, ouais, tout à fait, ouais. Ok. Comment ça se prépare? Comment ça se prépare les enfants? Déjà, il faut les sortir de l'école, je pense. Je connais pas bien. Moi, j'ai pas d'enfants. C'est pour ça que je suis super frais après cette soirée. J'ai pu dormir jusqu'à 10h du matin. Ouais, comment se prépare peut-être le budget, la logistique, tout ça un peu avant le voyage et les enfants, ouais, comment ça se passe pour l'école? Ça a été le plus simple. Ouais, la préparation des gamins par rapport à l'école. On a envoyé une lettre à l'inspection d'académie pour prévenir qu'ils allaient être déscolarisés, en tout cas qu'ils sortaient du cursus classique l'année d'après. Et en gros, ils nous ont dit bon voyage. Voilà. Okay. Ils nous ont donné un lien pour l'inscription dans un an, retour au collège. Parce qu'en fait, notre fils Pablo, il rentrait en 6e au retour et Lou, du coup, elle rentrait directement en 5e. Elle loupait sa 6e. C'était pendant l'année où on était partis. Et dans notre département ou région, je sais pas exactement comment ça fonctionne, plutôt par département. Ouais.
Ça a posé aucun problème. Ce qu'il fallait, c'était conclure derrière l'éducation des enfants. Parce qu'ils passaient quand même une année, ils continuaient leur rythme normal, quoi. Ouais, il fallait leur faire les cours de l'année, donc cours de CM2, 6e. Donc, on avait la chance, c'était le même cycle 3 pour les parents, ça leur parlera. Du coup, on s'est tourné vers des amis qui étaient dans l'éducation nationale. On a récupéré des bouquins adéquats. Et au départ, on faisait ça de manière un peu rigoureuse. Très scolaire. Très scolaire. À raison de 1h30, 2 heures de devoirs par jour. Et très vite, en fait, ça nous a gonflé. On s'est dit, c'est quand même une aventure assez incroyable qu'on est en train de vivre, et on voulait pas, si tu veux, se mettre des boulets aux pieds avec l'école. On a continué quand même à suivre le programme, mais de manière plus flexible. Il y avait des jours où ils travaillaient de manière plus intense, et d'autres moments où on culpabilisait pas parce que on n'avait pas fait d'école le jour-là, quoi. Voilà. Et on n'a pas suivi les cours du CNED. On l'a fait vraiment de manière autonome. Ok. Il y a un contrôle à la fin, quelque chose, non? Non. Ils sont rentrés comme s'ils n'avaient pas quitté le. Pas pour notre académie, parce qu'on a rencontré des voyageurs pour qui c'était le cas. Ils devaient passer un petit examen au retour. Mais nous, notre académie, c'est très simple. Il faut juste les réinscrire. On les a réinscrits. Ils sont rentrés au collège et ils ont repris le rythme. En 3 semaines, ça y est, c'était reparti. Ils avaient. Trop bien. Donc ça, c'est le premier problème réglé. C'était très simple. La préparation de ce type de voyage, je veux te dire, c'est comme la course à pied, c'est comme l'IMO, c'est principalement dans la tête. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir l'envie de partir, et ensuite, tu prends les étapes les unes après les autres, tu décomposes. C'est-à-dire que concrètement, tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma maison, comment on va la gérer. On avait à l'époque déjà notre chienne Maddy, donc comment on gère la chienne, est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la laisse? Nous, on a fait le choix pour des raisons de confort et pour sa sécurité, surtout de la laisser en garde pendant qu'on était parti. Donc, il a fallu trouver une famille d'accueil. Après, au niveau financier, ça se prépare aussi parce que c'est un budget. Bien sûr. On a fait le choix de partir en camping-car parce que ça rassurait un peu Yannick. Moi, personnellement, je voulais partir en sac à dos, et en fait, d'un point de vue confort, c'est vrai que ça a été plus simple à gérer au niveau logistique, surtout en Amérique latine, ça s'y prêtait très bien. On a investi dans le véhicule, donc il a fallu trouver le véhicule qui nous correspondait, qui techniquement... Là-bas ou chez vous? On l'a choisi en France, parce que on n'est pas du tout camping-cariste à la base. On l'a équipé en France avant le voyage. On l'a acheté 2 ans avant de partir, histoire de bien l'équiper. Et puis de se roder aussi, quoi. Se roder, parce qu'on connaissait pas du tout le camping-car. Pour nous, camping-car, c'est un truc de vieux. Ouais. Donc, voilà, on a essayé, puis en fait, on y a pris goût tout de suite. On a adoré. Ouais. Ok. Premier trip jusqu'en Croatie, et on est remonté par la Slovénie et puis par l'Autriche. Ça a été la première année test. Et après, la deuxième année, 1 an avant le départ, où là, on l'avait équipé complètement, on est monté jusqu'en Norvège. Et c'est vrai qu'on savait que c'était exactement ce qu'il nous fallait pour voyager, parce que tu voyages au rythme que tu veux et de manière assez intuitive, quoi. Voilà. C'est quoi les avantages? Enfin, je pense qu'il y en a qui sont évidents, mais c'est quoi les avantages que tu vois vraiment au camping-car par rapport au sac à dos? C'est de pas te poser la question d'où tu dors, je suppose. Et puis c'est le matin quand tu ouvres ta fenêtre et que tu t'es posé dans un endroit vraiment magnifique. Et là, tu te réveilles devant des paysages de folie, quoi. Ça, tu pourrais pas, sac à dos, on aurait été obligé de dormir à l'hôtel, ou chez l'habitant. Mais on l'a fait aussi, hein. Mais on n'aurait pas eu des vues comme on a eu, là. Oui, et puis tu voyages à ton rythme, en fait. T'es dépendant de personne, donc, ça, c'est un vrai. Il n'y a pas de stress, quoi. Il y a zéro stress. Quand t'en as marre, t'arrêtes. Tu dors, tu manges quand tu veux. Ouais, trop pratique. Et puis t'as à manger, t'as tout le temps. Parce que quand on a des enfants, je suppose que voilà, la nourriture, faut toujours pouvoir leur donner à manger s'ils ont faim, quoi. Les cours, tu vois, on parlait de l'école. Quand tu vois le nombre de cahiers, de livres qu'on s'est transportés, tout ça, tu peux pas le faire en sac à dos, quoi. Donc, je sais pas comment font les gens qui font ça en backpack avec des gamins qui suivent les cours du CNED, je sais pas comment ils font. Ou alors ils ont tout sur tablette. On en a vu, avec 5 enfants.
Mais ouais. Ah, 5 enfants. Ouais. Ok. Il doit y avoir beaucoup de sacs à dos. Et le budget, vous pouvez nous dire combien vous aviez prévu c'est de l'argent que vous aviez de côté ou vous aviez commencé à économiser dans ce but comment ça se passe? Le camping-car, on l'a payé à crédit. On a fini le crédit juste avant de partir. On a acheté notre camping-car 34 000 euros. Et ensuite, ça a été le plus gros budget en fait. Et après, tout cumulé sur 13 mois, je pense qu'on n'a pas fait le calcul précis, mais on n'est pas loin de 50 000. Hein. Moi, je suis un peu plus de 50 000. 55 000. Hein. Il nous arrive quelques péripéties au retour, là, ce qui nous a quand même bien mangé le budget. Le vol. Avec le vol, ouais, on a dépensé un peu plus que ce qui était déjà, le vol retour, on a été obligé de voyager en business parce qu'on s'est retrouvé en pleine épidémie de Covid, avec déjà des gens qui attendaient déjà depuis 3 jours à l'aéroport, qui avaient déjà leur billet, donc qui étaient prioritaires. Comme dans les films. Ouais, c'est ça. Quand tu cours après ta bien-aimée et que tu es obligé de payer le billet business pour passer la sécurité. Ouais. Okay. Sauf que là, c'est x4. Tu vois, la bien-aimée, on l'a pas ça nous a bien après, si tu regardes 50 000 euros, ça paraît beaucoup d'argent, mais je pense que dépense une famille en moyenne sur un an, en fait. Hein. Enfin, je veux dire, quand t'habites, chez toi, c'est 4 000 euros par mois, c'est pas non plus. Après, on a quand même bien vécu. En un an, avec 50 000 euros, on a vécu un peu comme des princes. Hein. On a fait toutes les sorties, on a payé des billets d'avion. Enfin, on était en Amérique du Sud, donc le niveau de vie est pas très très élevé. Donc avec 50 000 euros, tu vis quand même très très bien, quoi. Ouais, mais on s'est permis d'aller, tu vois, sur les îles Galapagos, sur l'île de Pâques, voilà. On a pris des ferries là à Chiloé. On est allé voir au Perito Moreno juste après. On est allé faire une croisière pour voir des glaciers. Bon bah voilà, c'est des sorties un peu exceptionnelles qui ont forcément un coût par rapport au budget moyen que tu t'admets par mois. Mais on n'a pas trop regardé, en fait, on a été raisonnable dans les dépenses, mais quand on avait envie de faire quelque chose d'exceptionnel, on se l'est permis en se disant on verra plus tard. Et en fait, on a bien fait parce que ça a été tellement contrarié après avec la période de Covid que finalement, on est content d'avoir fait ce qu'on a fait. Ok, top. Du coup, vous êtes parti Amérique du Sud, vous avez envoyé le camping-car, ça prend quoi, 3-4 mois, je pense? Un mois. Ouais. Un mois, rapide, ok. Ça coûte cher? Ouais, c'est pas donné. Il y en avait pour près de 4 000 euros. 4 000 avec débarquement au port et frais de douane. Il fallait compter. Okay. Il faut payer un transitaire. C'est quand même relativement élevé. Après, avec du recul, on regrette pas parce qu'on a quand même vécu pendant un an dans notre camping-car. Et il y a beaucoup de voyageurs qui achètent leur véhicule sur place. Ouais. Donc ils font effectivement l'économie du transport aller-retour, mais après ils n'ont pas forcément le véhicule qui souhaitent quoi. Puis la fiabilité, tout ça. Enfin. C'est souvent des vieux rafios qu'on roulait, qui sont vraiment qui passent de main en main, tu vois, de voyageurs. Qui sont dessus. Bon, ça fait le job. Hein. Ah ouais, clairement. Le job. Okay. Et ça, c'est plutôt un bon plan pour qui veut faire des économies. C'est d'acheter directement le véhicule sur place et de le revendre là-bas. Mais nous, c'est ce qu'on a fait, quoi. Non. Parce que c'était 4 000 aller, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça fait quand même un petit budget, mais c'est sûr que après, il y a plein de pays dans le monde où, en fait, qui sont plus pauvres que la France et où c'est plus cher d'acheter aussi des voitures. T'as des reportages en Afrique et tout, vu qu'il y a pas de réseau de distribution. Donc, ok, donc vous avez commencé par où? Quel pays? On est arrivé en Uruguay, à Montevideo. Donc c'est là où le camping-car est arrivé. Et après on est remonté donc jusqu'au sud du Brésil. On a fait les chutes d'Iguaçu. Pour ceux qui connaissent, ces grandes chutes qui sont impressionnantes. À la frontière de l'Argentine, Brésil et Paraguay. Ouais. Après, on a fait les missions jésuites au Paraguay. On a filé jusqu'en Bolivie, Pérou. Pérou, après, on est monté en Équateur. On est allé sur les îles Galapagos. Et après, on est redescendu au Chili. Et on n'a pas arrêté d'osciller après entre Chili et Argentine. Parce qu'il y avait beaucoup d'instabilité avec Covid. Non, instabilité politique et sociale. Voilà. Au Chili ou en Argentine?
Au Chili. Au Chili, ouais, mais Ok. un peu partout. Hein. À un moment, on s'est retrouvé bloqué au Pérou. On voulait monter en Équateur, il y avait des émeutes. En Bolivie, il y avait des émeutes. Au Chili, il y avait des émeutes. Tout était fermé au niveau des frontières. Ouais. Et il faut Ouais, c'est ça. quand il y a des émeutes, en plus, c'est qu'ils font tout cramer. Hein. Donc, Ouais. Bah, c'est ça, on dit la France, c'est le pays des grèves, mais en Amérique du Sud, c'est autre chose. Hein. Moi, j'avais été au Pérou et d'abord, il y avait eu un glissement de terrain où je devais aller. Après, on m'a dit c'est bon. Et puis, ils ont dit, ah, finalement, en fait, il y a une grève et bah, je pense qu'en France, bon, si t'as une grève, si t'as ton propre moyen de transport, tu vas pas annuler pour autant. Alors que là, les gars, ils disaient vraiment, faut pas y aller, quoi. Quand il y a des grèves, il y a des morts, il y a des... C'est ça. Bah, on a chargé un couple de Français au Pérou qui était en train de marcher vers un site touristique qu'on allait rejoindre. Donc, on les a fait monter. Et eux venaient tout juste de réussir à passer la frontière avec l'Équateur. Et en fait, ils étaient ultra choqués parce que ils avaient été obligés de voyager dans des taxis où le mec il avait la machette et où ils sentaient déjà que les locaux étaient flippés. Et ils ont vu un mec se faire immoler en pleine rue. Et ils ont dit, Ah ouais. on venait juste d'arriver, c'était leur voyage de noces, je crois. Ils étaient hallucinés. Ils ont osé prévenir leur famille, tu vois, de là où ils étaient arrivés. Et ils leur en ont pas parlé parce que c'était tellement violent que ils étaient seulement, tu vois, en train de digérer le truc. Ok. Ah, bien sûr. Après, quand on voyage, c'est surtout, faut quand même toujours être très attentif à où on va et puis essayer de pas et puis pas se laisser berner par. Après, chacun a son avis. Mais moi, je trouve, je vais le dire, je vais me faire plein d'ennemis, mais souvent les femmes, elles voient pas trop le danger. Je trouve, elles sont vraiment détendues. Et non, mais ça va et tout. Ça y est, tu t'es fait une ennemie, là, ça y est. Non, en plus, je fonctionne pas du tout comme ça. Ouais, moi j'ai été dans des endroits où j'ai dû un peu exfiltrer des gens parce que bon ben voilà après Dieu merci pour l'instant il m'est rien arrivé je touche du bois. Euh, ok donc on a vu donc vous avez fait combien de pays? Brésil, Argentine, Uruguay, Bolivie, Équateur, Pérou, Chili, 7 pays, ça presque en fait c'est toute l'Amérique du Sud en fait. Pratiquement, ouais. On n'est pas monté vers le nord. Ouais. Et ensuite, on a basculé en Amérique centrale, où là, on était au Guatemala, Honduras. On aurait dû aller plonger une semaine au Belize et c'est là que tout a basculé, où on s'est retrouvé vraiment en pleine épidémie, coincé au Guatemala. Et on a rebasculé au Mexique. Et du Mexique, on a réussi à rejoindre la France. À ce moment-là, notre camping-car était en transit. Donc, on est monté sur Anvers. On est arrivé à Paris, si tu veux, avec ce fameux vol en business. On est arrivé à la gare du Nord. On entendait les oiseaux, il y avait personne. Il fallait des attestations pour se pointer dans la rue. Ah, ça. C'était complètement surréaliste en fait. On oublie vite, franchement, on oublie vite. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai vite oublié. Ok, bah on va encore continuer un peu sur le voyage. Donc, le camping-car, il a tenu le coup. Vous avez eu des pannes. Comment on gère un camping-car Ouais, on a eu une panne. On a eu une grosse panne. On a pété une butée d'embrayage en Bolivie. On a cherché un peu les pièces sur place, on n'a pas trouvé. Ou alors, fallait faire un trip, genre 50 heures de bus pour aller au Chili chercher une pièce. Et en fait, avec Chronopost, c'était Chronopost ou UPS, je sais plus. Un transporteur. On a fait livrer la pièce en 3 jours de France. De notre garage. Ah ouais. Ah ouais, trop pratique quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais pensé que c'était qu'on pouvait faire ça. Ok, top. Et t'as pu réparer ou c'est un garage local Ouais, petit garagiste local. Ouais, bon, ils se débrouillent. Hein, c'est un peu comme en Afrique. Hein. Ils sont en peine pour rien du tout. Donc ils nous ont démonté le moteur dans la rue parce que le truc il passait pas dans le garage. Monté sur des cales de bois, enfin tout. Ouais. Mais au final, ouais, ça a marché. Hein. Ça a marché. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, on est allé dans le sud de l'Ipèze. Visiter le sud de l'Ipèze en 4x4 et chose qu'on n'aurait pas fait en fait si on n'avait pas eu cette panne, parce qu'on avait prévu d'aller justement dans le Salar d'Uyuni avec notre camping-car et au final on a fait franchement un trip de une semaine. C'était exceptionnel, magnifique. Les paysages comme quoi. Ah ouais, non mais il y a souvent des opportunités qui s'ouvrent dans les galères. Cachés, ouais. Et l'espagnol, vous parliez avant, comment ça se passe?
Non, pas du tout. On avait pris quelques petits cours avec Duolingo. Yannick avait fait Duolingo et moi j'avais utilisé mon CPF pour prendre quelques cours avant de partir. Ça a été bref, hein, ça a été sur une période de 3-4 mois. Et en fait, on a appris sur place, sur le tas. Quand t'es baigné dans la langue. T'as pas le choix en fait, c'est ça. Hein, pour les gens qui ont jamais été en Amérique du Sud, les gens parlent pas anglais en tout cas. Hein, non. Ouais. Parfois, vaut mieux parler français quand tu sais pas. Ouais, clairement, ouais. Ils aiment bien parler français de toute façon, plus qu'anglais, ouais. Non, mais ça, on apprend très vite. Ouais. C'est plus facile que l'allemand, tu vois. Moi qui ai fait l'allemand. C'est ça. Combien de générations ont été traumatisées par l'allemand, les cas et tout ça, alors que quand t'as pas le choix, et puis bon, c'est une langue latine, donc c'est vrai que c'est plus simple. Et là, vous avez vos enfants, ils font espagnol, par exemple, à l'école? Du coup, quand Lou est rentrée, notre fille, elle a réussi à intégrer LV1. En fait, elle a passé un test oral. Et pour le coup, elle est passée en espagnol LV1 tout de suite, alors qu'elle est rentrée directement en 5e. Sauf que là où elle a eu plus de difficultés, c'est qu'elle maîtrisait bien le langage verbal, mais alors par contre, tout ce qui était grammatical, ça, il a fallu tout. Et écrire aussi, quoi, parce qu'elle a forcément. Ouais. Mais bon, c'est bien positif. Ok, top. Et vous pouvez nous donner un petit top 3 des visites peut-être un peu non connues. Bon, après, forcément, quand on va en camping-car et tout, il y a plein de choses c'est pas comme moi, je me balade souvent en avion, donc les endroits où je vais, ils sont connus. Alors que vous, en camping-car, je pense que vous avez eu un peu des endroits où il n'y avait pas beaucoup de touristes, peut-être un top 3 des choses que vous avez préférées en Amérique du Sud, et puis peut-être un top 3 des trucs que vous avez moins aimés ou des galères que vous avez pu avoir, ou voilà. Il y a le sud Lipez déjà. Le sud Lipez, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Le sud Lipez, c'est vraiment des paysages exceptionnels. Lara, tu connais bien. Notre chère Lara, qui va venir me voir en Europe en août. Hein. Salut. Qui écoute. Oui, elle écoute. On lui passe le bonjour. Mais c'est beau, hein. Je regarde les photos en même temps, là. Sud Lipez. C'est où? C'est entre le Chili, Bolivie? C'est à la frontière avec le désert d'Atacama, au nord du Chili, nord-est. Ouais, c'est à la pointe, en fait. Ouais. La pointe et sud-ouest de la Bolivie. Et donc là, tu as le Salar d'Uyuni. Et suivant la saison, soit il est complètement à sec et ça te fait des alvéoles un peu comme des nids d'abeilles blancs, sol, sur des étendues faramineuses. Et sinon, pendant la période des pluies, en fait, ça te fait un miroir d'eau. C'est vraiment des paysages qui sont somptueux. Ça fait partie des plus beaux paysages qu'on ait vus. Après, on connaît les photos où les gens ils sautent là, ils posent le téléphone par terre, ils sautent. Exactement. Il y a le Perito Moreno aussi, ça c'est un des. Non, les glaciers, le fait de voir les glaciers, c'est quelque chose qui est Perito Moreno, ok. Ouais, très beau. Il faisait froid, je suppose, c'était des glaciers. Moi, j'en ai vu en Islande. Non, pas trop. C'est beau, non, il faisait pas trop froid, non. Okay. Et ça bouge, ça craque comme ça. Hein. C'est assez impressionnant, en fait, un glacier. Hein, Les morceaux qui tombent à l'eau. Les blocs qui se décrochent. C'est vraiment vivant. Là, c'est la première fois que j'ai ressenti que la Terre était vivante. En fait, tu vois cette sensation. Ouais, qu'elle bouge et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que tout d'un coup, c'est à échelle humaine. Je veux dire, c'est pas la même chose qu'une plante qui éclot, qui se développe. Tu vois, à l'œil, tu le vois pas. Là, vraiment. Et puis t'as d'autres sens qui sont en éveil. Le craquement, tu vois les bruits. C'est sublime. Et le site du Perito Moreno, il est hyper bien aménagé. C'est vraiment tourné touristique, mais en fait, ils ont vraiment fait une intégration paysagère de la passerelle en bois là qui passe devant le glacier. Le glacier là, ouais, je vois ça là sur Internet. C'est très beau. Ouais. Perito Moreno. Et ça, c'est en Argentine. C'est en Patagonie en fait. Ouais, c'est ça, ça. Après, il y a plein d'autres coups de cœur. Hein. Il y a Buenos Aires, Canal de Beagle. Enfin, il y a plein de spots. Hein. L'île de Pâques. La Terre de Feu, ça c'était chouette. L'île de Pâques, c'était magnifique. Les Galapagos, c'est extraordinaire. Les plongeurs, c'est le paradis sur Terre. Le Guatemala, c'était hyper varié, riche, très coloré. C'est difficile de donner un top 3. Hein. On a tellement vu de choses magnifiques. Et après, en Europe de l'Est, t'as toutes les capitales
Prague, Budapest, Vienne, où là, c'est autre chose parce que c'est très culturel, tu vois. Et des choses que vous avez moins aimées en Amérique du Sud? La pollution, d'une manière générale, notamment au Pérou. Les décharges, tu vois, à ciel ouvert, les mecs, ils s'embêtent pas, en fait, hein, ils reculent avec les bennes dans des ravins. Alors, t'as des sites, c'est magnifique, puis tout d'un coup, tu tournes le regard, et là, tu vois une décharge à ciel ouvert, ou le long des routes, au nord de Lima, on a fait pratiquement... sur la panaméricaine, c'est la route qui suit toute l'Amérique du Sud, en fait, qui passe par Lima. En fait, 200 les camions poubelles, ils sortent de la ville, en fait, ils longent la route, et puis ils t'as des plastiques, mais t'as des plastiques qui volent. Comme il y a des fils de fer, des barbelés, bah, tu vois, ça s'entremêle là-dedans, c'est dégueulasse. Voilà. Et ça nous a choqué à plusieurs reprises de voir des endroits, c'était le contraste entre la beauté des paysages et puis tout d'un coup, là où l'homme était passé ou pas régulièrement, c'était immonde, quoi. Ouais, c'est vrai que il y a encore des progrès à faire dans certains endroits du monde par rapport aux déchets. Hein. C'est sûr qu'on le voit bien. Puis après, il y a des... Moi, j'avais été en Inde, par exemple. Les gens, alors, il y a plein de déchets, mais en fait, t'as tellement de gens, bon, c'est triste, mais pauvres, du coup, ils les ramassent, en fait, ça se fait un drôle de mix, quoi, ces déchets. Mais après, dans les pays un peu intermédiaires, là, c'est juste les gens, ils les jettent, et puis, c'est dommage. Hein. Ils ont pas encore cette culture, tu vois, tu vas sur les marchés locaux, c'est des sacs plastiques de manière systématique. Dans certains pays, hein, pas dans tous, mais je pense au Pérou notamment, Bolivie c'était le cas aussi. On a fini par coudre, en fait, on est allé chercher du tissu, on a fini par se coudre, tu sais, des sachets en fait en tissu pour avoir nos propres sachets parce que là-bas, avec que du plastique. Ok, très intéressant. Et des galères, vous êtes embourbés, on s'est ensablé, on a crevé, on a explosé des pneus, on a crevé, on a fait 7 pneus, je crois. Ouais, 7 pneus. Ouais. Sur le... Ouais, mais je pense qu'on a un petit record quand même, parce que... À savoir quand même qu'on trouve pas de pneus de camping-car en Amérique du Sud, hein, donc à chaque fois c'est la galère, faut réparer, enfin c'est la misère, quoi. Ok. Non, mais ça fait partie des bons souvenirs du voyage, ça. Donc, mais en fait, on n'est pas habitué. Nous, en Europe, on a des routes tellement propres, en fait, que moi, j'ai jamais crevé un pneu de ma vie. Et puis, je pense qu'il y a plein de gens qui c'est jamais arrivé. Quand on est reparti pour l'Europe de l'Est, on avait à peine quitté la maison, on allait chez mes cousins en Savoie, et sur le trajet, on a refait un pneu. Alors, si là où tu peux crever des pneus facilement, c'est près des chantiers. Ça, faut faire toujours attention quand tu refais des... Après, la grosse galère qu'on a eue, c'est quand on a perdu Pablo, quoi. Ça nous a le plus marqué, quoi. Pour le voyage. C'est votre fils. Ouais. On a perdu notre fils pendant plus de 3 quarts d'heure. Dans un paysage complètement ouvert, il y avait une falaise avec une rivière à côté, mais si tu veux, tu avais une visibilité sur plusieurs kilomètres, tu vois, le paysage était très ouvert. Et là, la panique a commencé à nous prendre. Les locaux, il y avait même des gens qui étaient à moto, qui faisaient des kilomètres et des kilomètres autour pour essayer de le repérer. Et là, en fait, quand tu sais qu'en Argentine, il y a quand même du trafic d'organes et que les gens n'arrêtaient pas de nous mettre en garde par rapport aux enfants en disant attention, tenez-les par la main, faites attention, soyez vigilants. Nous, on était un peu, tu vois, YOLO par rapport à ça, en disant ça va, pas de panique. Le jour où ça nous est arrivé, on a vraiment... On a bien flippé. Surtout que 15 jours après, on était à Buenos Aires et une fois par semaine, en fait, tu as des familles et des mères de famille qui défilent avec des pancartes « Rendez-nous nos enfants », tu vois, et là... Ok. Ah ouais. La chance de l'avoir retrouvé. Et qu'est-ce qui était arrivé? En fait, il est parti chercher Yannick et Lou, qui étaient partis ramasser des baies de calafaté, parce qu'on voulait faire des confitures. On était avec des autres amis voyageurs qu'on avait rencontrés sur place, et on était tous prêts à quitter en fait l'Amérique latine. On s'est dit tiens, on va ramener des souvenirs, on va faire des confitures locales. Donc nos amis Marine et Thomas étaient avec nous, Pablo était là aussi, et Yannick et Lou étaient partis ramasser ces fameuses baies. Et à un moment donné, ils commençaient à mettre un peu de temps. J'ai dit à Pablo, écoute, va chercher papa et Lou, parce que le temps que je fasse la confiture, il va falloir qu'on décolle, on n'est pas prêt de partir. Et donc, il est parti, et en fait, dans sa tête, il savait pas où aller les chercher,
Mais il s'est dit, ils sont allés sur le site où on s'était arrêté brièvement la veille au soir et où on n'était pas resté parce qu'il y avait trop de vent et nos amis voyageaient en 4x4 avec une tente qui se déplie. Et là, à ce moment-là, on avait tous observé qu'il y avait plein de baies de calafaté et que c'était bien pour justement faire une bonne récolte. Et lui, dans sa tête, en fait, il est reparti sur le site où on était allé la veille, qui était à au moins 2 kilomètres à pied, tu vois, de là où on était. Et quand on s'est rendu compte, Yannick et Lou sont rentrés peut-être un quart d'heure ou 20 minutes après que Pablo soit parti les chercher. Et donc, on était en train de discuter avec nos amis. Et je dis à Yannick, Pablo, il est dehors. Et il me dit, mais je l'ai pas vu, Pablo. Et là, si tu veux, ça a été le top départ du coup de flip en se disant, non, il y a un problème. Et il avait pas pris le talkie-walkie qu'on utilisait habituellement. Et là, on s'est mis à le chercher. Et on a fini, à un moment donné, par le repérer sur ce chemin. Il était en train de retourner vers le camping-car, mais il s'était passé 3 quarts d'heure, quoi. La police a été alertée. Enfin, c'était une grosse panique. Voilà. Donc ça a été. Il finit bien. Histoire stressante qui finit bien. Même nous, on sent un peu le stress. Ok. Top. On a fait un bon tour. Donc après, vous êtes allé en Europe le camping-car est rentré. Vous êtes allé en Europe de l'Est. Donc ça, c'était pendant le Covid. Vous étiez parti de quelle date à quelle date en Amérique du Sud? On est parti de juin 2019 à fin juillet 2020. Ok, ah oui, un an quasiment. 13 mois en Amérique du Sud. Ouais, non, en tout. En Amérique latine, on y est resté 9 mois. Ensuite, 1 mois en Amérique centrale. Et après, on a rebasculé le reste du temps en Europe de l'Est. Avec une interruption au milieu avec le Covid. Donc, on est parti, si tu veux, les frontières venaient juste de réouvrir. Et on était dans une période où il y avait des masques, où chacune des visites, on était hyper limité, tu vois, parce que il y avait encore, on était en pleine période de juste entre deux confinements. Après la première grosse phase de Covid, donc c'était particulier, quoi. La dernière partie du voyage. Il y avait une distance physique avec les gens, contrairement à l'Amérique du Sud où les gens sont vachement chaleureux. Déjà avec le Covid, il y avait la distance physique. Et après, il n'y avait pas la chaleurosité qu'on a. La chaleurosité. La chaleur. La chaleur de l'accueil. Ouais. Et vous avez fait quel pays en Europe de l'Est, du coup? Hongrie? Hongrie, Tchèque, Autriche, Allemagne d'abord, Tchèque, République tchèque, Pologne, Autriche. Voilà. Italie. Slovaquie. Ouais, on a bien vadrouillé en Europe de l'Est. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils en disent du voyage? Eux, ils étaient super ravis de cette expérience. Notre fils Pablo, il aurait voulu qu'on rentre, qu'on aille s'expatrier au Canada. Il avait vraiment encore envie, tu vois, de bouger. Et pour notre fille, ça a été tout le contraire. Elle voulait retrouver un cadre. Elle était contente du voyage. Par contre, elle avait besoin de retrouver une stabilité, la maison, tu vois, une vie scolaire. Les copains, les copines, tout ça. Des vrais profs, etc. Ouais. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a abandonné notre deuxième projet de voyage, parce que là, on aurait dû partir à la fin de cette année, de décembre jusqu'à juin l'année prochaine. Et en fait, notre fille rentre au lycée et elle veut pas louper, tu vois, une partie de sa scolarité. Donc, on a fini par faire une croix sur ce projet en se disant, maintenant, on voyagera autrement et sur une période avec eux, quoi. Et vous vouliez aller où? Plutôt Mongolie. Ouais, Mongolie. Ouais. Ok. Ah, top. Très intéressant. Il y a je sais pas si vous connaissez The Grand Tour. Vous connaissez l'émission? Non. C'est une émission de voiture très connue sur Amazon Prime. Je fais la pub. Et à un moment, en fait, ils se font livrer, ils sont en Mongolie et ils se font livrer une voiture dans des caisses en bois. Ils doivent la remonter et après, ça fait un genre de petit 4x4 et ils doivent rejoindre Ulaanbaatar, je pense. Enfin, c'est hyper loin. Ils disent il y a, je crois, 4 habitants au kilomètre carré ou un truc comme ça en Mongolie et puis il y a une grosse faille, une faille d'un tremblement de terre. Et donc, les paysages sont magnifiques, quoi. C'est clair. Que vous recommandez The Grand Tour en Mongolie. Ok, par contre, ils ont pas de bière. C'est un gros problème. C'est des Anglais, ils ont pas de bière. Alors, ils commencent à... Ok, on a fait un bon petit tour du voyage. On peut parler investissement. Ça fait 2 ans que vous y êtes mis. Donc, vous avez 42 et 46 ans. Donc, comme quoi, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Voilà. C'est bien de commencer Hier, on a fait la soirée, là, il y avait des gens de 20 ans.
Mais après, il faut dire aussi qu'ils ont accès au contenu qui existe maintenant. Après, il y a des gens beaucoup plus âgés qui achètent à 70, 80 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. C'est ça qu'on peut retenir. Euh, et vous n'aviez pas mis tout l'argent que vous avez de côté dans des apports, ce qui vous a permis aussi de peut-être voyager. Parce que c'est vrai qu'il y a j'écoutais encore un podcast cette semaine et il y en avait un, il disait, j'en ai marre des gens qui ont 150 apparts et qui peuvent pas payer un resto. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup parce que tout l'argent, il part dans les chantiers et dans les apports. Donc, voilà. Vous pouvez nous raconter un peu le parcours IMO, par quoi vous avez commencé et puis où vous en êtes à présent? Bah écoute, on a commencé déjà par louer notre résidence principale, parce on était propriétaire de notre résidence principale, on avait fini de payer depuis 3 ans avant de partir faire ce tour du monde, et c'est ce qui a permis aussi de déclencher ce projet, parce que avant ça c'était qu'un rêve, et à partir du moment où on a eu la dernière traite de la maison, et ben là Yannick s'est dit ok, on va pouvoir, maintenant qu'on a pu l'emprunt à mettre, on va économiser, puis et puis envisager ce départ. Et heureusement finalement qu'on n'avait pas mis le pied dans l'immobilier à ce moment-là, parce que peut-être que on se serait pas permis de partir. On a failli, parce qu'avant de partir, on avait quand même visité des appartements, on était prêt à acheter, et puis on s'est dit non, en fait, on se consacre plutôt sur ce tour du monde. Ben, c'est qu'on avait fait un mauvais calcul. On aurait voulu acheter et puis tu vois, avoir un remboursement qui nous permette de générer un peu de cash à la fin du mois. Et en fait, nous, on n'était pas du tout formés à l'IMO. Tout ce qui était cash flow, on n'en avait jamais entendu parler. Et de ce qu'on a commencé à visiter, il fallait mettre un apport. Il y avait des travaux et c'était 2 ans avant de partir. On s'est dit non, attends, on va garder notre petit matelas pour le projet de voyage, et puis on verra plus tard l'IMO. Et du coup, on s'y est mis au retour. Moi, pendant le voyage, j'ai écouté pas mal de vidéos de Yann Darwin et puis de Michael Ferrari. Et puis petit à petit, voilà, on a découvert une autre manière d'investir, enfin même d'autres manières d'investir. On a découvert qu'il n'y avait pas que le patrimonial et qu'on pouvait vraiment se dégager une rentabilité sur les biens. Et du coup, quand on est rentré, on avait toujours cette envie d'investir. Et j'ai dit à Yannick, écoute, avant qu'on se lance sur un premier achat, j'aimerais bien avoir un minimum de formation, tu vois, quelqu'un qui m'accompagne, qui nous prenne un peu par la main et qui nous donne vraiment des éléments concrets. Et du coup, on a pris la formation de Yann Darwin avec Green Bull, et qui est ultra complète. J'en fais pas de pub, mais en tout cas, c'est celle qu'on a suivie et qui est vraiment adaptée pour qui veut débuter dans l'immobilier sans rien y connaître, quoi. Parce que il te donne plusieurs stratégies et il t'explique vraiment bien les choses. Donc j'ai fait ça au mois de novembre. Et 2020. J'ai commencé à visiter dès le mois de décembre. Au fur et à mesure qu'il y avait des modules, je les appliquais, si tu veux. Et on a signé premier compromis vers février, début d'année 2021, et on était propriétaire en juin 2021. On a attaqué les travaux dans la foulée du refuge de la Salée. Voilà, ce qui est devenu donc le compte Insta. C'est ça. Le compte Insta, le refuge de la Salée. Et juste, on peut, avant de continuer, vous pouvez nous donner un peu des chiffres sur parce que moi, ça fait quelques mois, et d'ailleurs, j'ai une petite formation que je viens de finir sur mettre sa résidence principale sur Airbnb. Vous pouvez nous donner un peu des chiffres. Moi, je vous donne mes chiffres, mais bon. Après, moi, j'ai un appartement dans une ville chère. Ça m'a sorti 5 000 € en 3 mois. Mais bon, j'étais jamais là, les week-ends. Mais voilà, quand on a une famille, je me doute bien que moi, s'il y a 3 week-ends sur 4 où je suis pas chez moi, peut-être vous pouvez nous dire un peu des chiffres concrètement, combien ça peut rapporter. Nous, dans une maison de village qui a pas d'attrait particulier, on était arrivé à 8 000 € par an. Ah ouais, mais c'est quand même un sacré. En vivant dans notre maison la plupart du temps, on l'a loué. Ah, bien sûr. Certains week-ends, on se permettait de partir, et surtout on se permettait de louer des moments où on était parti. Et après, pendant un bon mois entre juillet et août, où on n'était pas chez nous. C'était pas une problématique pour nous, parce que de toute façon on avait le camping-car, donc. En fait, c'est ça. Vous avez carrément une solution de repli. Et moi, si j'avais un camping-car, mais moi, après, j'habite tout seul. Je vois que je suis à la limite que je pourrais basculer du mauvais côté en mode vas-y, je loue tout le temps, je dors chez des potes, le truc. C'est vrai que quand l'argent il tombe, tu te dis, je me suis dit,
où est-ce que j'irais pas dans une chambre, genre chez un voisin, genre du edging. Ouais, je vais réserver là, c'est 60 € la nuit, mon appart je le mets à 200 et tout. Et je me suis dit, non, là, t'es en train de partir en cacahuète. Mais c'est vrai que si t'as le camping-car, surtout quand il fait beau, c'est un super luxe, quoi. Ouais, sauf que c'est là qu'interviennent le stop des enfants, tu vois. Et c'est vrai que le fait d'avoir les enfants, nous on était vraiment rendus à ce stade-là en disant bah attends, le week-end prochain on n'a rien de prévu, si on a l'opportunité on loue, tu vois. Et en fait, dès qu'on a annoncé ça aux gamins, c'était oh non, on va encore avoir des gens, parce que pour eux ça veut dire rangement de chambre, grand nettoyage. Bien sûr. Ouais. Ça... Et voilà. Je pense que quand les gamins vont grandir et vont quitter la maison, on verra les choses complètement d'une autre manière. Parce que nous, on s'en fout en fait d'être chez nous ou ailleurs. Au contraire, on préfère même être ailleurs. Chez nous, on connaît, c'est ça. Et puis on y est quelques jours par semaine de toute façon. Ok. Non, mais tu vois, 8 000 € par an. Je sais pas combien un Français il épargne par an, mais je pense que la plupart des gens épargnent même pas 8 000 € par an. Et là, en fait, sans rien changer, sans en fait rechigner sur rien, tu t'arrives à faire ça. Et puis après, il y a des gens qui font des échanges de. Moi, j'étais à Rome là il y a pas longtemps via un échange de maison là, enfin avec des points. Bref. On le fait aussi. Ouais. C'est top quoi. Tu te dis en fait, tu pars, t'es quelque part, Et encore, nous on parle du cash flow. En gros, la stratégie cash flow, elle est assez connue. Tu t'achètes dans des villes pas chères et tu loues à des loyers qui sont plus ou moins un peu partout pareil en France. Enfin, en gros, c'est ça. Mais alors avec les échanges de points, c'est encore pire parce que tu peux dans des villes vraiment pas chères, ça va coûter peut-être la moitié en points que moi j'étais à San Francisco l'an dernier aussi comme ça. Donc c'est une des villes les plus chères. Je crois que le loyer moyen il est à 3-4 000 €. Et en fait, c'est ton ratio entre dans un petit village vers chez toi, tu vas peut-être gagner, je sais pas, 100 points la nuit. Là-bas, tu dépenses 200 alors que le prix au mètre carré, il est peut-être de 1000 versus 10 000. Donc c'est très intéressant. Ok. Top. Donc ça, premier invest. Et mine de rien, il n'y a pas beaucoup de gens qui font 8 000 € par mois. Ça fait quand même plus que 500 € par mois. Quand tu fais ton premier invest, il y a plein de gens, ils achètent un studio à 300. Et donc après, refuge la salée. Donc toi, en fait, t'avais juste une situation professionnelle. Yannick, toi, t'étais en dispo ou quelque chose ou t'étais en... Ouais, moi, j'ai pris une dispo pendant 11 mois. Puis après, j'avais quelques congés en plus. Donc, j'ai arrêté le travail pendant 13 mois. Et après, j'ai repris le travail. Donc, c'était pas... Il y a une histoire en France de quand ça fait 5 ans, tu peux demander, non, des... Non, je crois que c'est 2 ans. Enfin, je connais pas trop la législation, mais je crois que c'est au bout de 2 ans dans la boîte où tu peux demander une disponibilité. Ouais, puis au bout de 3 fois, ils peuvent plus te refuser, je crois, c'est ça? Au bout de 3 refus, ouais. Après, je crois que je connais pas. Toi, c'est bien passé, quoi. C'est bien passé pour. Bien passé, ouais, c'est bien passé. Je travaille dans un grand groupe, donc de toute façon. Ouais, c'est ça. Ils ont toujours des remplaçants, des choses. Ok. C'est plus facile que dans une petite société, quoi. Yes. Et toi, Stéphanie? Et moi, j'ai quitté mon job juste avant de partir. Comme je te disais, j'étais maître d'œuvre dans un bureau d'études en VRD et en aménagement urbain. Et en fait, j'étais manager d'une équipe. On était 5 au niveau de ma branche VRD. Et cette partie management, moi, je m'y retrouvais plus. C'était vraiment quelque chose qui me prenait beaucoup d'énergie. Et je me suis dit, c'est l'opportunité en fait de faire un bilan sur moi et sur ma vie. Et de me mettre un peu un coup de pied au derrière en disant voilà, je sors de ma zone de confort pour de vrai, de manière à pouvoir rebondir sur autre chose. Et au final, je suis bien contente d'avoir fait ce choix qui était un peu périlleux parce que je partais sans filet en fait. Le seul filet c'était Yannick. Et c'est l'amour. Prenez soin de vos conjoints, c'est comme ça qu'on fait les meilleures affaires et qu'on a une vie riche de sens. Ouais, ok. C'est risqué quand même. Ouais. Donc je suis partie un peu sans filet, enfin je te dis juste avec Yannick et en me disant voilà, ça va me permettre de me réorienter et de repartir sur autre chose et j'avais ce besoin d'entreprendre et d'indépendance et du coup ça m'a permis de l'assouvir. OK, top. Et donc refuge de la Salée, beaucoup de travaux hein. Énormément de travaux. Ouais, énormément de travaux. On est parti de zéro en fait. Il y a même eu la toiture, la charpente qui a été refaite. Pas de zéro, on a gardé les murs. Quoi. On a gardé juste les 4 murs. Ouais. On a fait à l'intérieur. Les plafonds, les planchers. Le dernier niveau c'était un grenier
on pensait avoir la chance de pouvoir garder le sol. Et en fait, il y avait rien d'aplomb, c'était pourri. On est passé au travers. Donc là, on s'est dit, non, ça marche pas. Donc, et du coup, ça servait à stocker du sel avec un nom comme ça? La cave, en fait, c'est une maison de 200 mètres carrés à peu près. Enfin, au final, 200 mètres carrés. Et sur 3 niveaux, et au rez-de-chaussée, dans le prolongement de ce qui était la pièce de vie principale, tu descends quelques marches à 1,20 m de profondeur sous-sol, et là, tu arrives sous la maison du voisin de derrière, et dans une cave voûtée qui fait un peu plus de 50 mètres carrés, 3 mètres de hauteur sous voûte. Et en fait, dans cette rue, ils stockaient du sel. Ça s'appelle la rue de la Salée. Et en fait, à cette époque, c'est une plus anciennes rues du village qui menait au château. Et dans ces caves, ils stockaient du sel. Donc ça, déjà, ça nous a rassurés comme information parce que on s'est dit si. Au moins, il n'y a pas d'humidité là-dedans. Exactement. Et c'est à partir du moment où j'ai fait la première visite et que j'ai vu cette cave, et puis surtout la surface, le potentiel de cette maison. Tout de suite, j'ai dit à Yannick, il faut qu'on la divise en deux appartements, et c'est comme ça qu'est né le projet du refuge, avec un appartement en longue durée au-dessus sur les deux derniers niveaux, et au rez-de-chaussée un appartement de 90 mètres carrés qu'on loue en Airbnb, et Booking. Ok. Vous pouvez nous donner les chiffres un peu, les travaux, comment ça coûtait? Achat négocié 48 000. Frais de notaire, c'était 48 000, ça fait 240 € le mètre carré. Ça, ça fait râler. Si vous avez eu des bons profs en Amérique latine, Okay. Ensuite, les frais de notaire, c'était peanuts, c'est 4 000 quand c'est des montants comme ça, c'est 10% en général. Et après, par contre, au niveau travaux, on a eu un budget de 96 000 € de travaux. Ok. Ça va encore, hein? Ça va encore, 96 000, je trouve. Ça va parce qu'en fait, on a tout fait quasiment par nous-mêmes, si ce n'est. C'est pour ça, ouais. Attends, okay, ouais. Je mets un bémol. On a fait, disons, à peu près 60% des travaux par nous-mêmes, parce qu'il y avait quand même cette fameuse cave où il a fallu brosser tous les murs, sabler et puis refaire tous les joints. Là, on a fait appel à un maçon, et les gars, ils ont passé 3 semaines à 4 sur la cave. Donc autant dire, au départ, on était partis, nous, bien en tête. On l'avait fait à la maison sur notre mur dans la véranda. On s'est dit, tranquille, on va le faire. Et heureusement, on s'est pas lancé là-dedans parce que il y avait vraiment du matériel, toute l'humidité, etc. Il a fallu la virer avec des grosses pompes, des grosses turbines, des extracteurs. Enfin, ça a été un gros chantier. Charpente, couverture, on l'a fait faire aussi. Et puis toutes les menuiseries. Les huisseries. Ok. Mais tout le reste. Et la cave, vous en avez fait quoi en fait de cette cave? 2 chambres. Ok, au sous-sol. Il y a des fenêtres ou? Ouais, il y a 2 petites fenêtres qui permettent une aération qui sont. Oui, ça fait des petits boyaux, tu vois, qui donnent sur l'extérieur. Et par contre, techniquement, on a quand même rajouté un déshumidificateur parce que effectivement, quand tu ramènes 4 ou 5 personnes qui dorment dans les chambres, ça fait de la vapeur, tu vois, ça fait de l'humidité. Donc, on a quand même complété pour être sûr d'assurer notre tranquillité. D'un point de vue. Et les gens, ils aiment bien dormir parce qu'il y a la hauteur sous plafond. Il y a 3 mètres, donc c'est confortable. Ouais. Et on a mis l'accent, si tu veux, sur tout ce qui était lumière. Avec des lumières indirectes qui éclairent la voûte, qui éclairent comment on appelle ça là, les niches. Les niches, ouais. En fait, on a 2 niches dans chaque chambre, 2 qui donnent chez un voisin, qui sont complètement obstruées, tout en pierre, mais dans laquelle on a mis de la lumière indirecte. Oui, salut. Excuse-moi, il y a une fille qui part. Eh oui, c'est comme ça, les enfants. Hein. Donc dans laquelle on a mis de la lumière indirecte pour faire un peu oublier, tu vois, ce côté sombre que tu pouvais avoir naturellement. Et après des lumières qui éclairent justement les pierres et la voûte et les murs, et du coup ça donne vraiment une impression très très chaleureuse, et les gens oublient qu'ils sont, déjà ils s'en rendent même pas compte qu'ils sont dans une cave, quoi. C'est vraiment une chambre un peu cosy. Ok, top. Et là, vous louez bien? Vous louez combien ça peut? Donc vous avez loué en haut l'appartement? En haut ça nous couvre l'emprunt. Ok, cool. Même un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus.
Et après, le reste, du coup, c'est le C'est cash bonus. flow. Ouais. Donc, j'ai pas sorti les chiffres par appart. Ce que je peux te dire, c'est que par Mais en rapport bas, à vous avez un appart ou deux apparts? Un seul. un seul, En LCD, ouais. ouais, un seul en LCD. Ok. Et un ordre d'idée, 1 000 euros. Moi, en général, les LCD, ça rapporte à peu près 1 000 euros C'est à par peu mois. près ça. Ouais. C'est à peu près ça, ouais. Il y a des mois où on fait même un peu plus ça. Au mois d'avril, je sais pas ce qui s'est passé au mois d'avril, mais Tous les gens veulent venir dans la Vienne. C'est dans la Vienne aussi, hein, le refuge. Ouais. Tout est à proximité de notre domicile. On est à un quart d'heure grand max, enfin 20 minutes grand max de chez nous. Okay. Dans les derniers, enfin les investissements qu'on a fait pour l'instant. Bah c'est bien, c'est hyper pratique, surtout quand on fait des travaux soi-même. Et comment vous avez appris, vous saviez faire? Comment on vous a avez fait déjà tous les travaux de notre résidence principale. Ok. Pour ça que vous l'aviez fini de la payer assez tôt. Au final, à 40 ans, vous aviez payé votre. Ouais, c'était l'objectif. C'est notre objectif. À 40 ans, on a fini de payer notre résidence principale pour profiter après. Bah, c'est le cas, hein, visiblement. C'est le cas. Ah, clairement. Ok. Donc ça, et puis là, ouais, ça fait déjà un petit salaire en fait, hein. Un projet comme ça. Et la suite? Donc ensuite, comme on a vu que ça fonctionnait et surtout que ce côté division de biens, c'était quand même quelque chose de positif. C'est ce qui nous permettait aussi de donner davantage de valeur et de rentabilité à l'ensemble. On a refait une même opération dans un autre village qui est pas loin d'une centrale nucléaire et où là, on a acheté une grande maison. Une grande maison, c'est un peu l'équivalent. L'équivalent de ce qu'on avait acheté dans l'autre village, avec le même profil, c'est-à-dire que c'est une grande maison qu'on a coupée en deux. Dans la maison principale, on a fait un premier appartement avec 3 chambres. Et c'est un appartement qu'on voulait louer à la base en longue durée. Et puis 15 jours avant, on a changé d'avis. Et on l'a mis en courte durée aussi, en Airbnb. Okay. Donc un grand appart, du coup. Ouais. C'est une maison. C'est une maison. C'est une maison sur 3 niveaux. Ouais. C'est une maison de ville. Elle est en plein cœur du village. Il y a tout à proximité. On a une supérette à droite, un boucher à gauche. Tu vois, on est vraiment. Ils ont tout confort. Et vous louez à qui ce genre de logement? À des travailleurs de passage, des familles qui viennent voir des gens dans la région, des familles qui viennent pour du tourisme, Futuroscope, la Vallée des Singes, et puis d'autres sites touristiques qu'on peut avoir à proximité. C'est vraiment c'est varié. On a vraiment tout type de profil. Ok. Et même la semaine, du coup, vous allez travailler la semaine, c'est ça en fait. Ouais, la semaine, on a des travailleurs. Donc sur soit une nuit ou carrément la semaine complète, enfin jusque du lundi au vendredi. Ça varie. Et le ménage, parce que souvent c'est un peu un frein quand les logements commencent à être gros, le ménage c'est cher. Combien vous facturez le ménage par exemple? 40 €. 40 €, ah ouais, ça va, c'est pas. Non, on n'a pas voulu, si tu veux, trop plomber par rapport à ça. Après, faut trouver. Ouais, on a, du coup, on a 2 équipes de ménage. Une qui nous fait notre maison ici quand on est parti, et puis l'autre bien, le premier, le refuge de la Salée. Et ensuite, on a une autre personne qui a pris en charge le deuxième bien. Okay. Uniquement quand on le souhaite. D'habitude, c'est moi qui les entretiens pour l'instant. Et quand on s'accorde des week-ends ou des vacances, là, ils prennent le relais. Ok, top. Et l'autre partie? Donc, une partie, on se la garde pour quand on aura terminé. On a fait un autre achat entre-temps. Okay. On sentait, si tu veux, que les taux, ça commençait à bouger. Que les taux se resserraient, que les taux montaient. Comment on peut dire? En même temps. Que les taux montaient. Et du coup, là-dessus, je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi. J'ai vu l'annonce un dimanche. J'ai appelé le lundi matin pour visiter tout de suite. C'était une maison, c'est une maison des années 70 sur sous-sol qui est à 200 mètres de chez nous, et sur lequel il y a une grande parcelle de 1500 mètres carrés de terrain. Et du coup, là, on a fait une offre au prix immédiatement après l'avoir visité. On était déjà plusieurs acheteurs sur le coup. Et on s'est dit, tant pis, on n'avait pas encore fini notre deuxième investissement, mais là, on a saisi l'opportunité. On a fait un peu durer au niveau de l'acte authentique chez le notaire pour gagner un peu de temps par rapport à ça, ce
qui nous a permis, en attendant, tu vois, de finir la maison qu'on vient de t'évoquer, qu'on a passée en LCD. Et là, on a rebasculé sur cette maison-là, qui était plus simple au niveau travaux, sur laquelle on a fait une division de terrain aussi. On a détaché 2 parcelles constructibles et où on s'est dit, la priorité, elle est là parce que on a le potentiel d'avoir, tu vois, plusieurs plus rapidement. Et c'est une maison qu'on envisage de louer soit en location nue, soit en location meublée. On n'est pas encore tout à fait arrêté, mais en tout cas sur de la longue durée. Et ce qui va nous permettre de nous détacher un peu mentalement par rapport à la suite. Et on rebasculera sur la dernière, le dernier lot en fin d'année. À la rentrée. Ok. Et les terrains sont déjà vendus, les terrains que vous avez détachés? Non. Pas du tout. Et là, on est quand même dans une période qui est un peu compliquée. Ah parce que voilà, vous avez acheté au bon moment, mais après si on vend, voilà, les taux montent. Okay. Du coup, on en est même à hésiter à garder le terrain le plus grand pour faire nous-mêmes construire un projet de 2 ou 3 lots dessus. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on en parle autour de nous, les gens, en fait, ils veulent pas pour beaucoup, ils veulent actuellement pas se lancer dans de la construction parce que les matériaux ont augmenté, parce que voilà, ils sont pas forcément. Ouais, puis beaucoup de gens, ils ont pas d'expérience. Faut dire ce qui est. Hein. Toi, t'achètes ta maison. Enfin, c'est un peu ce que nos parents ils ont fait. Hein. Ils ont fait construire leur maison. Voilà, un chantier, ça s'improvise pas en général. Et donc, c'est sûr que vous avez maintenant pu acquérir de l'expérience. Et il y a une forte demande également dans notre village en termes de location, donc on prend peu de risques. Non. Et puis les gens. Soit tu loues, soit tu revends une fois que c'est fait. Quoi. C'est ça. Voire même les deux. Tu vois, vendre une partie et puis garder d'autres. Ok, top. Et la suite? Ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire? Revoyager? Faire passer le bac à 15 ans aux 2 gosses? Non, ça c'est pas prévu. C'est pas prévu. Non, ils sont partis pour des carrières bien spécifiques et l'un et l'autre. Donc pour l'instant, on va les accompagner dans leurs études. On a une première étape dans notre vie. On se laisse encore 3 ans pour acquérir une certaine autonomie financière et permettre à Yannick de se dégager beaucoup plus de temps pour me rejoindre justement dans des projets d'investissement immobilier. Voilà. Ok, top. Et ce que faut bien souligner, c'est que le fait que tu sois parti, enfin là, la dernière maison, ça se trouve, si tu avais eu un emploi, tu l'aurais pas eu, quoi, parce que tu as été visité le lundi. Tu vois, ça, c'est vraiment c'est ça j'ai eu Seb Marcus là qui parle beaucoup de marchand de biens et il a dit ouais, il y a un moment, si tu veux vraiment te lancer là-dedans, quitter en partie ton boulot ou le quitter complètement, parce que sinon quand l'opportunité elle est là, ça fait 2 ans peut-être que tu cherches et puis en fait tu la reçois pas, quoi. Enfin tu passes à côté parce que si c'est une bonne affaire voilà, les affaires ça se fait pas que le samedi à 11h. Non, au contraire. Donc voilà, écoutez, on a fait un bon petit tour. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. En tout cas, donc ce qu'on peut voir, c'est que on peut partir avec des enfants, les déscolariser sans qu'ils tournent mal, hein, attention. Amérique du Sud, voilà, en camping-car, ça fait bien. Du coup, t'es la deuxième Stéphanie, et puis vous êtes le deuxième couple qui a pu partir là-bas, donc ça se fait visiblement assez bien. Perdez pas vos enfants, mettez-leur des AirTags dans la poche. et puis voilà, et puis quand tu rembourses, franchement, félicitations pour avoir remboursé très tôt ta résidence principale. C'est sûr que ça t'offre des sacrées opportunités pour la suite, quoi, parce qu'en fait tu repars avec une feuille vierge en fait d'investir. Ça a été des sacrifices, mais ça a permis surtout de lever des barrières et on en revient à ce qu'on disait au début. Hein, c'est principalement dans la tête, hein, et ça on l'a compris au niveau du mindset. À partir du moment où on a vu les choses différemment, c'est ce qui nous a permis d'embrayer et c'est ce qui nous permet d'avancer là maintenant. Yes, bravo à vous, félicitations. Merci. Voilà. Je vous laisse dire un mot de la fin. Je pense que on a fait un bon petit tour. Lancez-vous. Restez en couple, restez amoureux. C'est comme ça qu'on perd le plus d'argent. Voilà, quand on est à 2. Non, on s'en rend bien compte. Quand tu as une bonne équipe, parce que c'est important d'être.
on a rencontré des couples qui étaient pas du tout, tu vois, sur le même la même longueur d'onde au niveau des investissements immobiliers. Et là, on s'est rendu compte de notre force en fait d'être complémentaires et sur le chantier et en termes de vision, tu vois, de partenariat, parce qu'on en est là sur le long terme. Les chantiers, c'est comme des épreuves. Hein. On est content quand c'est fini, mais voilà. On l'avait vécu l'année de notre mariage où on s'est lancé dans les travaux en même temps que la préparation de notre mariage. J'ai cru qu'on n'allait pas passer l'étape du mariage. Ça a été un bon test. Voilà. Yes, c'est un bon test, la galère. Et après, quand ça se calme, il faut aussi trouver des choses à faire, parce qu'il y a des gens, après, une fois qu'ils ont fini toutes les galères, ils savent comment s'occuper. Ah ouais. Donc, c'est pas notre style. Non, on n'a pas envie, justement. Il y aura d'autres projets et on a bien l'intention. Faites de la course à pied, comme ça votre femme restera amoureuse de vous quand vous serez en super forme physique. Voilà. Ok. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous les deux et aux auditeurs une très bonne semaine, très bonne continuation et à bientôt. Merci à toi, Thibaut. Merci. À bientôt. Ciao. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Comme toujours, pensez à liker, commenter, partager. Et également, petite annonce, donc je vous rappelle, formation Airbnb disponible, une seule place au Club Invest, il n'y en a qu'une seule. Et la boîte à billets, si vous voulez apprendre plein de choses très utiles qui vont vous faire gagner probablement des dizaines de milliers d'euros si vous les appliquez correctement. Ça se passe sur mon site. Vous allez www.grosbillet.com, vous avez tous les liens. Et dernier point, si jamais vous avez une communauté sur Instagram, que sais-je, même dans la vie réelle, et que vous voulez gagner quelques petits euros, vous m'écrivez, j'ai un truc à vous proposer. Voilà. Donc ça, c'est que si vous avez une communauté, une audience, peu importe, vous m'écrivez et j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Pareil, bien sûr, ce sera pas pour tout le monde. On est toujours là pour faire de la qualité et pas de la quantité. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Ciao.